Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, le numéro d'émission de ce matin, notamment dans le panel de discussion. On s'intéresse aux 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Pour en parler, je serai avec Atifa Olafa, Elisabeth Iladja, Quentin Komla Moussou et Francis Ola Farami. Mais avant de les retrouver, vous aurez droit, comme habituellement, à la une des journaux, au bulletin matinal d'information, à la définition du jour, aux trucs et astuces, aux prénoms du jour et aux prévisions astrologiques. Chers amis internautes, juste après l'instant pub qui vante les mairies de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, juste après cette pub, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux avec le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose élection générale en République du Bénin, calendrier des votes du 11 janvier, liste intégrale des centres et sites de vote, liste intégrale des candidats des partis politiques Force Coripo Un Bénin Émergent FCBE, Union Progressiste Le Renouveau UPR, les démocrates LD, Bloc Républicain BR, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin-Bénin, comprendre les différents accords de législature. Retrouvez tout ceci dans les colonnes de la livraison de ce matin de L'Informateur. Transaction électrique, 200 millions de dollars pour la mobilité dans le Grand Nokoué, informe L'Informateur à travers son deuxième de titre à la une. Contre l'extrémisme violent, la police républicaine forme des journalistes. Gala d'excellence et d'influence 2025, Edmond Boteyawa, honoré pour son engagement entrepreneurial. À l'oreille droite, journal école, domaine du numérique, les réalisations de l'administration Talon, un titre incitatif qui convie à lire dans les colonnes de sa livraison, les productions journalistiques de ce jour, des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE présente à Cotonou, Abomey-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin manchette, parle d'inauguration du marché moderne de Rundjro à Abomey, une mémoire séculaire fait peau neuve, selon le Canard. En illustration, quelques images prises lors de l'inauguration du dit marché, l'article qui rend compte fidèlement à retrouver à la page 4. Fin des travaux budgétaires en commission, cap sur la plénière des députés, des détails à la page 3 de la livraison. Fraternité, ce matin manchette, liste du parti politique Les Démocrates aux législatives du 11 janvier 2026, 19 députés reconduits, 3 figures emblématiques absentes, une moyenne d'âge de 48 ans, Hélène Allo-Soumaï, seule titulaire hors quota des femmes. Retrouvez des détails aux pages 2, 3, 4, 5 et 6 de la livraison de ce matin de Fraternité.
suspension des 5 titulaires de 5 titulaires pour le match Bénin-République démocratique du Congo, la méprise de Gernot Rohr qui accuse la CAF. Retrouvez des détails dans les colonnes de la page du matin journal qui écrit que méconnaissance des textes ou négligence chronique. Les propos tenus par Gernot Rohr ce 2 décembre 2025 après l'annonce des suspensions frappant 5 joueurs majeurs de l'équipe nationale ont fait réagir. S'il est compréhensible que le sélectionneur des Guépards exprime sa frustration à quelques jours des débuts du Bénin face à la RDC, ils sont pourtant s'attaquer au mauvais adversaire. La décision de la CAF, la Confédération africaine de football, est dure, oui, inattendue sans doute, mais ce n'est pas à Rohr de se mettre en colère contre une institution dont il devrait connaître le règlement. Retrouvé la suite de l'analyse dans les colonnes de la livraison ce matin de Fraternité. Le matinal en manchette, 20% pour lever des sièges aux législatives du 11 janvier 2026. Les démocrates face à un défi existentiel. Un seuil décisif qui va redistribuer les cartes du jeu politique béninois. Liste intégrale des candidats du parti à retrouver à la page 2 de la livraison. 3e arrondissement de Parakou, Adiza Aruna, officiellement investi chef d'arrondissement. Matin libre à présent, législative de 2026 au Bénin, panorama des forces politiques en présence. En illustration, les logos des formations politiques ci-après, notamment celles en compétition. Vous avez les démocrates, Mouvement des élites engagés pour l'émancipation du Bénin, Union progressiste Le Renouveau, Bloc républicain et Force Corée pour un Bénin émergent. Non-respect des règles de stationnement des fourrières mises en service à Cotonou. Lire le communiqué de la mairie de Cotonou. Le potentiel à présent visé par plusieurs plaintes dans la gestion de la CAR d'Agotagon. Alphonse Rumbandan, le candidat démocrate aux législatives en garde à vue. De quoi parle le Canard? D'autres des détails à la page 3 de sa livraison. Fin de vie tragique dans le département des Collines, Glazoué, un artiste se donne la mort en buvant du poison. Le Canard écrit que la nouvelle est terrifiante pour les populations de Rouen, localité située dans l'arrondissement de Assanté, dans la commune de Glazoué, département des Collines. Dans l'après-midi de ce mardi 2 décembre 2025, un homme vivant à Rouen s'est donné la mort en buvant du poison. Selon les sources fiables contactées par le potentiel, il s'agit d'un suicide provoqué par la prise d'un produit toxique. Les mêmes sources n'ont pas hésité à ouvrir une fenêtre sur ce qu'elles appellent les causes probables de cette fin de vie tragique. Retrouvez des détails sur ce qu'elles ont présenté à la rédaction de Le Potentiel à la page 3 de la livraison. Grave dérive sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi, un étudiant arrêté pour agression sexuelle sur un enfant de 8 ans. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, transport urbain dans le Grand Nokoué. Le Bénin bénéficie de 200 millions de dollars US. On lit à présent la une de Le Meilleur pour des élections générales de 2026 pacifiques. Le président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa, échange avec la plateforme électorale des organisations de la société civile. Législative de 2026, la liste complète des candidats titulaires et suppléants du Parti politique Les Démocrates à lire aux pages 5, 6 et 7. L'économiste à présent, équipement sportif, la G10 séduit l'écosystème du basketball africain. Le bi-hebdomadaire Kini, affrètement spécial de vol Paris-Cotonou. Le gouvernement facilite les voyages de fin d'année. En illustration, la photo du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, en la personne de Babalola Jean-Michel Abimbola. On lit à présent la une de First Info, mais avant, toujours à la une du quotidien du bi-hebdomadaire Kini, marathon culinaire au Bénin, l'Amazon en chef Ketsuno en route pour le record Guinness. First Info, lutte contre des violences numériques basées sur le genre au Bénin, 16 jours pour briser le bec au mal. Le quotidien, l'événement précis ce matin, Jacques Ayadi, suite à la validation des candidatures aux législatives de 2025, de 2026, ils allaient écrire. C'est une étape
étape importante pour Moël Bénin dans sa marche méthodique. UPR, FCBE, BR et LD sont les 4 autres partis définitivement retenus. Retrouvez des détails sur l'article aux pages 2 et 3. Célébration des 94 ans du premier président du Renouveau démocratique du Bénin, le patriarche Nicéphore Dieudonné Soglo, honoré pour une vie d'exemplarité. Séance plénière au Palais des gouverneurs, les députés examinent ce jeudi le projet de loi de finances 2026. Les 4 vérités reçues à l'ambassade du Bénin à Paris ce mardi. Arsène Yaovi, très attaché à l'essor du football au Bénin. Retrouvez des détails sur ces échanges avec Corinne Amorin-Brunette dans les colonnes de la livraison ce matin du Canard. On peut lire également la une du même Canard ce matin pour sa contribution à la transformation numérique de l'administration publique béninoise, triple consécration du ministère du Travail et de la fonction publique. Des détails à la page 12. L'emblème du jour, vie politique nationale, Claudine Prudencio, un atout stratégique pour l'Union progressiste de renouveau dans la 6e circonscription électorale. Législative de 2026 dans la 19e circonscription électorale, Michel Sogino, le pari gagnant du bloc républicain. La nouvelle tribune, pyramide financière après ICC et Caméo Shell, le KCA. Retrouvez l'article à la page 3 de sa livraison. Le Télégramme. Élection générale de 2026. La Sénat valide 5 partis politiques. Les listes à retrouver dans les colonnes de sa livraison. Coopération interparlementaire des députés français au cabinet du président Loïc Béounou Vlavonou. La boussole tête de liste Moël Bénin pour les législatives de 2026. Ousmane Traoré pour rebattre les cartes dans la 8e circonscription électorale. Positionnement pour les législatives de 2026 dans la 8e circonscription électorale. Les démocrates veulent rééditer l'espoir de 2023. Le redoutable Sariki Raouf, encore tête de liste, rapporte le confrère. Le Patriote, liste des démocrates aux législatives prochaines, des absences qui interpellent. Tout de suite, on peut identifier Moïse Kérékou, l'ambassadeur notamment. On peut identifier également Daniel Eda. On peut identifier également tout de suite Nouroudine Saka Saleh. On peut identifier également d'autres ténors du parti qui étaient candidats à la candidature au niveau de la dite formation politique. Retrouvez des détails dans les colonnes de sa livraison, élection et engagement citoyen. Richard Boni-Worou, mise sur Romuald Boadaï et la jeunesse. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. À quelques semaines des législatives de janvier 2026, la politique béninoise est en effervescence. Les départs de plusieurs députés des démocrates changent l'équilibre entre les partis. Certains rejoignent la mouvance et obtiennent de bonnes places, tandis que le parti d'opposition tente de garder ses forces. Tout montre des élections palpitantes. Suivez cet élément de Romaïka Desugogben. À moins de quelques semaines des élections générales de 2026, le paysage politique béninois continue de se recomposer. Et l'un des faits majeurs reste la vague de démissions enregistrées au sein du parti, les démocrates. Une vague qui n'a pas fini de produire ses effets, notamment en matière de positionnement sur les listes pour les législatives de 2026. Ils sont plusieurs députés élus sous la bannière des démocrates en 2023 à avoir fait le choix de rejoindre la mouvance présidentielle. Et pour certains, les discussions ont été fructueuses. On retrouve ainsi Michel Sodinou, désormais positionné sur la liste du bloc républicain. Chantal Adjovi, Denise Roumenou, Joël Godonou et Liansou Dorego, quant à eux, ont tous trouvé place sur les listes de l'Union progressiste, le renouveau, souvent à des positions jugées stratégiques. Constant Naoum, lui aussi, démissionnaire, a intégré le bloc républicain. Le député Basile Arossi, après avoir manifesté son soutien au candidat de la mouvance présidentielle, n'a pas été positionné sur la liste des législatives au sein du parti Les Démocrates. À côté de ces départs, le parti de l'opposition Les Démocrates a aussi fait le choix de s'appuyer sur certaines figures emblématiques pour préserver son ancrage. C'est le cas de Guy Dossou Mintokbe, ancien député, qui revient en force en étant positionné tête de liste dans la 16e circonscription électorale. Autre figure mise en avant, Nadine Okumasu, inscrite en tant que titulaire sur la position réservée aux femmes. Un signal fort pour le parti qui mise sur une jeunesse plus visible.
Dans la 19e circonscription, Romaric Bokor, lui, revient comme suppléant quelques mois seulement après avoir quitté le bloc républicain. Pour les autres députés restés fidèles à l'opposition, la direction a reconduit la plupart d'entre eux comme titulaires dans leurs circonscriptions respectives. On peut citer Kamel Ouassangari dans la 4e, Célestin Roussou dans la 20e, Bonaventure Lodjou dans la 5e, ou encore Radi Hakim dans la 19e circonscription électorale. Une manière pour le parti Les Démocrates de maintenir une stabilité interne et d'afficher une continuité à l'approche du scrutin. À l'heure où les jeux d'alliance s'accélèrent, où les positionnements se négocient, parfois jusqu'à la dernière minute, ces mouvements témoignent d'une campagne qui s'annonce plutôt stratégique et palpitante. Les démissionnaires des démocrates redistribuent leurs cartes au sein de la mouvance, tandis que le parti de l'opposition tente de resserrer les rangs autour de ces figures les plus ancrées et les plus fidèles. Une chose est sûre, les élections de janvier 2026 s'annoncent décisives et chaque poste, chaque circonscription, chaque position sur les listes pourrait peser lourd dans l'équilibre politique de ces prochaines années au Bénin. L'audience de mise en état prévue ce mardi 2 décembre à la Cour constitutionnelle dans le cadre des recours contre la révision de la Constitution a été reportée. Selon un communiqué du greffe, ce décalage est dû à un empêchement indépendant de la volonté de la Cour. Aucune nouvelle date n'a encore été fixée, mais les parties seront informées dès que le calendrier sera arrêté. Plusieurs recours sont en examen, notamment ceux mettant en cause les conditions du vote parlementaire, marqués par une coupure d'électricité lors des sessions des 14 et 15 novembre. Les députés de l'opposition dénoncent également le non-respect du règlement intérieur, ce qui pourrait remettre en question la validité de la révision adoptée. Une autre actualité à présent, le 1er décembre, le monde entier commémore la journée mondiale du sida. Le monde entier s'unit pour apporter leur soutien aux personnes vivant avec le VIH et celles affectées par le virus, et pour se souvenir de ceux qui ont perdu la vie à cause de ce même virus. Dr René Keke, médecin biologiste et responsable, nous en dit un peu plus sur cette maladie, sa prise en charge et le traitement que reçoivent les malades. Il est au micro de Nassirine Fatoumbi et Francis Fahami. Le sida, pour le définir, c'est le syndrome de l'immunodéficience acquise, qui n'est que la phase ultime de l'infection par le VIH. C'est-à-dire que dans l'infection par le VIH, nous avons deux étapes. Il y a la phase d'infection où le sujet est infecté par le virus, mais qu'il est encore bien portant physiquement et cliniquement, il est bien portant comme vous et moi. Mais quand le virus continue d'évoluer et de dégrader son système immunitaire, il évolue maintenant avec l'apparition des infections opportunistes. Et ces infections opportunistes, c'est ça que nous remarquions par le passé. Et quand quelqu'un était infecté par le VIH, on disait qu'il était pratiquement au stade, à la porte de la mort. Et c'est quand on est à ce stade de manifestation clinique où nous avons beaucoup d'infections opportunistes que nous disons que nous sommes au stade sida. Le thème de cette année, c'est « Confions le leadership aux communautés ». Vous savez que la lutte contre le VIH, lorsque l'infection a commencé, les communautaires ont commencé par s'organiser pour pouvoir s'engager dans cette lutte, mais avec les moyens qu'elles-mêmes mobilisaient, que la communauté même mobilisait. Mais aujourd'hui, maintenant, de nos jours, qu'est-ce qu'on veut maintenant confier la responsabilité à la communauté avec les ressources qu'il faut pour que les communautés s'engagent davantage, puisque à travers ces communautés, les communautés arrivent à identifier leurs pairs qui sont infectés. Et étant donné que ceux-là même sont déjà dans le vécu, ils peuvent facilement accompagner et convaincre leurs pairs à pouvoir s'adhérer. Une journée en fait qui permet de faire le point des activités de lutte réalisées en matière de lutte contre le sida dans cette maladie. Et nous sommes à la 38e édition cette année. Et ça nous permet de voir un peu tout ce qui a été mis en œuvre pour essayer de contrer cette pandémie qui a surpris le monde depuis son apparition et qui a fait tant de victimes. Donc c'est le moment de faire un peu le point des avancées en matière scientifique, de faire également le point en matière de gap qui reste à pouvoir atteindre pour pouvoir contrôler cette pandémie et de faire également le point des solutions apportées
à l'ensemble de nos frères et sœurs qui sont malheureusement porteurs de ce virus de l'infection. Fin 2022, nous avons 127 sites de prise en charge répartis sur toute l'étendue du territoire national. Et au niveau de ces 127 plus de sites d'emploi, nous avons environ une soixantaine de mille de personnes, environ 60 000 personnes qui sont sous traitement, régulièrement suivies actuellement au Bénin et qui vont s'approvisionner régulièrement en molécules que nous appelons les antirétroviraux. Vous savez sans doute avec moi que ces médicaments sont des médicaments qui permettent au sujet de bloquer la multiplication du virus au sein de l'organisme et de permettre la restauration de ce que nous appelons le système immunitaire de l'individu, qui lui permet de faire face à ces petites infections que nous appelons les infections opportunistes et d'avoir une meilleure qualité de vie. Donc ces sites de prise en charge existent au Bénin et font la prise en charge comme nous l'avons défini dans notre document de procédure. Et cette prise en charge, elle est gratuite. Aujourd'hui, les médicaments sont améliorés, ont été améliorés avec des médicaments. D'abord, la prise est facilitée. Les médicaments, les molécules sont regroupées en un seul comprimé. Vous avez 3 médicaments en un comprimé réunis. Et ce qui permet une prise facilitée. Et de nos jours, nous avons des médicaments qui ont moins d'effets secondaires et qui permettent au sujet d'avoir une meilleure qualité de vie. Actuellement, vous prenez le traitement. On a les plus vieux malades de notre cohorte qui sont suivis au Bénin ont déjà plus d'une vingtaine d'années avec le virus. Donc ces gens-là vivent avec le virus. Le reste, ce qui fait, c'est qu'on éduque les populations à pouvoir observer les règles connaissent d'hygiène, hygiène en matière de vie, hygiène alimentaire, etc., pour éviter de rajouter encore à ce virus-là qui est déjà dans l'organisme, avec lequel l'organisme se bat déjà. Donc on peut être infecté par le VIH aujourd'hui et vivre normalement comme tout individu ou tout autre. L'essentiel, c'est de pouvoir contrôler et empêcher la réplication virale qui continue et on a une meilleure qualité de vie. Je veux dire à l'endroit de la population parce qu'il y a un objectif de l'ONU-SIDA pour atteindre pour 2025, pour parvenir, 2030, pour parvenir à l'élimination du VIH, c'est les 3 fois 95. Et le premier 95, c'est que 95% des personnes qui sont infectées par le VIH puissent connaître leur statut sérologique. Le deuxième 95, c'est que 95% de ceux qui connaissent leur statut sont mis sous traitement par les antirétroviraux. Et le troisième 95, c'est que ceux qui sont mis sous traitement par les antirétroviraux ont une charge virale supprimée. Actuellement, au Bénin, en 2022, quand on fait le point des 3 fois 95, nous sommes à 85, 98 et 82%. Donc vous comprenez avec moi que le premier 95 et le troisième 95 sont ceux sur lesquels nous avons encore de déficit. Et pour atteindre le premier 95, parce que pour mettre quelqu'un sous traitement, il faut que la personne se fasse dépister et connaisse son traitement. Donc c'est à cette exhortation que j'invite la population à que chacun puisse aller se faire dépister, connaître son statut, parce que si on connaît son statut, le traitement existe, on peut rapidement mettre les sujets sous traitement et ces sujets ne vont pas arriver au stade de sida pour développer des infections opportunistes. Et une fois que les sujets sont dépistés et mis sous traitement, c'est les exhorter également à pouvoir adhérer et à prendre régulièrement le traitement comme le préconisent les soignants pour avoir une charge virale supprimée. Et il est démontré scientifiquement que lorsqu'on a une charge virale supprimée, le risque de transmission du VIH d'une personne infectée à une autre qui n'est pas infectée est quasi nul. Donc on pourra ainsi arrêter la propagation de cette épidémie. Le projet PA IDBio a lancé le lundi 1 décembre 2025 sa formation sur la valorisation des agrorésidus à l'université d'Abomey-Calavi. Plusieurs enseignants-chercheurs venus de divers pays de la sous-région participent à cette initiative. Le reportage avec Anaël Vianedou. Valorisation des agrorésidus, procédés émergents de production et d'utilisation des bioénergies et biopesticides, c'est la thématique de la formation initiée par le projet PEA IDBio, une initiative qui s'inscrit dans une dynamique de coopération scientifique. Nous sommes honorés d'accueillir cette formation dans nos locaux, au cœur d'une faculté historiquement engagée dans la promotion de pratiques agricoles durables, de l'innovation scientifique et de la valorisation des ressources locales. IDBio est bien plus qu'un simple programme de formation. Il s'agit d'une initiative panafricaine d'envergure,
piloté par la chaire UNESCO Ingénierie durable des produits biosourcés, qui vise à renforcer les compétences, structurer une offre de formation innovante et rapprocher les universités africaines autour des enjeux de bioéconomie durable. La présence parmi nous d'universités et d'institutions prestigieuses témoigne de la qualité du partenariat et de la pertinence de la dynamique lancée. Cette formation qui réunit des enseignants-chercheurs des universités du Bénin et de la sous-région a pour objectif de renforcer les capacités des participants sur la valorisation des produits biosourcés. Née d'une problématique majeure, l'initiative entend apporter des solutions. La problématique de fond, c'est quoi? C'est déjà de dire il faut qu'on crée plus de richesses dans nos systèmes. Mais il faut que cette création de richesse soit en même temps respectueuse de l'environnement et que cette création de richesse soit un legs porteur et bénéfique pour les futures générations. Mais pour le faire, il faut déjà investir dans ces mêmes générations pour qu'elles soient les fers de lance du combat qui commence. On sait les contraintes qui sont devant nous, les enjeux qui sont devant nous, surtout en Afrique. Une démographie, le réchauffement climatique, et à partir de là, on doit essayer de sortir grandi, sortir vainqueur de ces grands enjeux. Le projet ID Bio, qui porte cette formation, est le fruit d'un partenariat constructif. L'expression ID Bio que nous avons choisi pour dénommer notre projet n'est pas un vain concept. C'est d'abord un consortium de 6 universités africaines qui gravitent autour de l'UGB, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Mais c'est aussi un consortium qui associe plus d'une demi-douzaine d'institutions françaises de formation et de recherche qui gravitent cette fois-ci autour de l'INSA Toulouse. Ce consortium a créé la chaire UNESCO du même nom, chaire UNESCO Ingénierie durable des produits biosourcés, et même une fondation appelée Fondation Afrique Avenir. Cette formation, qui va durer plusieurs jours avec un programme diversifié et riche, souhaite améliorer les compétences des participants, de quoi impacter le développement durable. Une dernière actualité à l'international pour boucler au Nigeria. Le général Christopher Moussa, ancien chef d'état-major des armées, a été nommé ministre de la Défense ce mardi 2 décembre. Il remplace Mohamed Badarou Aboubaka, démissionné la veille pour raison de santé selon la présidence. Cette nomination intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu, plus de 400 personnes ayant été enlevées en 15 jours, notamment dans l'état de Niger. Face à la montée des violences, le président Bola Ahmed Tinubu a décrété l'état d'urgence sécuritaire et prévoit le déploiement de 20 000 policiers supplémentaires ainsi que renforcement de la protection des écoles et lieux de culture. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression « tomber sur un bec ». Tomber sur un bec signifie rencontrer un obstacle imprévu qui bloque la progression d'une affaire ou d'une action. L'expression vient du langage de la navigation. Le bec désignait un écueil rocheux pointu sur lequel un bateau risquait de s'échouer. Exemple d'utilisation: j'avançais bien dans mon enquête, mais je suis tombé sur un bec. Un témoin a refusé de parler. Ou encore, je pensais régler le dossier rapidement, mais ils sont tombés sur un bec administratif. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, le prénom du jour est François. D'origine latine, François signifie français. François est un homme posé, souvent réfléchi, qui aime comprendre avant d'agir. Sous son apparence calme,
François cache un humour subtil et un esprit vif. Il aime la connaissance, les discussions profondes et procède d'une vraie curiosité intellectuelle. En amour, François mise sur la stabilité et la sincérité. Il n'est pas du genre à jouer, quand il aime, c'est pour construire. Le bleu nu, couleur de profondeur et d'intuition, lui va parfaitement. François est un prénom qui évoque à la fois tradition et authenticité. Alors très belle fête à tous les François et c'est tout pour le prénom du jour. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver ce matin. Justement, ce matin, on parle d'une astuce d'éclairage en cas de coupure de courant. Amis internautes, si l'électricité s'éteint brusquement à la maison, vous pouvez fabriquer une petite lampe de fortune. Pour ce faire, 1. Versez un peu d'eau dans un verre. 2. Plantez un coton-tige dans une pomme de terre. 3. Placez la pomme de terre dans le verre. 4. Ajoutez environ 20 g d'huile sur la partie où sort la mèche, c'est-à-dire la partie où se trouve le coton sur la tige. 5. Allumer la flamme peut brûler toute une journée sans éteindre. Amis internautes, ceci est une solution simple, économique, mais surtout très pratique en cas d'urgence. Et voilà, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci et à très bientôt. Bonjour amis internautes, bienvenue dans l'horoscope du jour. On démarre comme d'habitude par les béliers. Amis du signe bélier, aujourd'hui de nombreux choix s'imposeront à vous. Si vous vous sentez perdu et que vous redoutez une erreur, eh bien prenez conseil auprès de vos collègues de travail. Amis du signe taureau, vous allez enfin trouver les appuis nécessaires pour démarrer un projet qui vous tient à cœur. Dans le travail proprement dit, la journée s'annonce assez calme. On passe aux Gémeaux, vous devrez vous montrer diplomate avec vos collègues. N'allez pas à la recherche de problèmes. Et puis, des Gémeaux, on passe au Cancer. Les démarches commerciales, relationnelles seront favorisées aujourd'hui. N'hésitez pas à décrocher votre téléphone. Des communications cruciales pourraient avoir lieu aujourd'hui. Amis du signe Lion, aujourd'hui les activités commerciales sont également favorisées, mais particulièrement celles en lien avec l'étranger. Les astres vous demandent d'être prévoyants et de ne pas laisser de factures en suspense. Amis du signe Vierge, si vous travaillez en équipe, respectez le rythme de vos collègues. La réussite de vos initiatives vous donnera de la confiance et l'envie de poursuivre vos efforts, que ce soit dans le domaine professionnel ou financier. Balance, ça balance légèrement ce matin parce que vous devrez faire particulièrement attention à ne pas commettre des erreurs d'appréciation, bien évidemment, par excès de confiance en vous. Et puis si vous êtes Scorpion comme moi, sachez qu'aujourd'hui ce sera le bon moment pour vous, pour moi et pour tout le monde qui sont Scorpions de nous exprimer. Vous vous déciderez à faire valoir vos idées. Des dépenses imprévues vont vous obliger quand même à resserrer votre budget. On passe au Sagittaire. Au travail, on ne vous fera pas de cadeau et vous n'attendez pas non plus une quelconque faveur. Le domaine matériel vous donne encore quelques soucis. Cher ami Capricorne, votre façon d'agir sera instinctivement constructive. Ne perdez pas de temps en hésitation inutile. Avant-dernier signe de zodiaque Verseau, rien ne sera facile, mais justement, les difficultés vont stimuler et décupler votre esprit de compétition. Et enfin, cher ami Poisson, vous perdrez probablement une partie de votre efficacité par manque de concentration. Pourtant, vous serez très dynamique et accrocheur. Voilà, chers amis internautes, c'est tout pour l'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.
Le panel de discussion, ce jour on s'intéresse aux 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Elisabeth Eladia, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là. Quentin Komlamoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci également d'être là. Bonjour à vous, Francis Olafarami. Bonjour Kader. Merci d'être là, Francis Farami. Je vais démarrer par vous. Vous étiez à ce lancement de ces 16 jours d'activisme, notamment initié par l'Institut national de la femme au Bénin. Dites-nous, qu'est-ce qu'on pouvait retenir de cette initiative salvatrice? Une initiative, comme l'avait dit, salvatrice. On pourra retenir tout de suite que l'Institut national de la femme s'est aligné sur les priorités mondiales en organisant ces 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Et spécifiquement, cette année, l'accent a été mis sur les violences favorisées par voie électronique, les violences plutôt numériques, on va dire. Une initiative qui va s'étendre sur 16 jours, comme on l'a dit, où l'INF a réservé une panoplie d'activités qui va parcourir toutes les communes du Bénin et en engageant plutôt à ses côtés des influenceurs et d'autres radios communautaires, etc. Donc tout ce qu'il faut pour agrémenter la chose. Elisabeth Eladia, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense de l'initiative, oui. Je pense que c'est une bonne initiative. Parce qu'en réalité, l'initiative porte la voix des femmes, la voix de celles qui ne peuvent pas vraiment parler, la voix de celles qui n'ont pas vraiment le courage de s'exprimer en fait. Parce qu'en réalité, depuis fort longtemps, ces violences persistent en fait. Et puis maintenant, la sensibilisation, je pense que ça s'élargit en fait. Donc, on enseigne même aux femmes à reconnaître leurs droits, en fait, et puis à reconnaître les violences, et puis à savoir vers quelle institution se tourner quand ces violences-là, quand elles font face à ces violences, en fait. Et que ce soit des filles, des femmes, même des personnes, des femmes plus âgées, en fait. C'est-à-dire que peu importe. Et je pense que c'est vraiment une bonne initiative. C'est salvateur, si on peut le dire ainsi. Atifa Olafa, c'est la même question? Merci Abdelkader. Je ne vais pas répéter ce que les autres ont déjà dit. Justement. C'est une initiative qui est déjà encouragée. Et pour moi, je trouve même que les 16 jours d'activisme sont très peu pour pouvoir sensibiliser. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, on est à l'ère des réseaux sociaux. Il y a tellement de choses qui se font en ligne aujourd'hui et il faut savoir faire la part des choses. Il faut déjà que les autorités compétentes à divers niveaux puissent sensibiliser davantage parce que on parle de violence, de genre et tout, mais il y en a qui aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe, tout ce qui se fait, ne savent réellement pas ce qu'on appelle les violences basées sur le genre. Justement, on a revenu tout à l'heure, c'est quoi les VBG? Oui. Les VBG, c'est toute violence faite ou commise à l'encontre d'une personne en fonction de son sexe, de son genre ou de son orientation sexuelle. Pour moi, c'est en quelque sorte la violation, tout ce qui a rapport à la violation des droits humains, plus précisément en ce qui concerne la femme et les jeunes filles. Aujourd'hui, je l'ai dit, on est à l'ère des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus le lieu de règlement de compte pour certaines personnes. On voit les panels des TikTokers, des influenceurs, enfin des pseudo-influenceurs, des gens qui utilisent leur réseau pour intimider certaines personnes et violer, si possible, même la vie privée des personnes. Et il faut que cela cesse et qu'on arrive aujourd'hui à se dire que les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un moyen d'expression, c'est un moyen pour s'exprimer et libérer ses idées, mais c'est en même temps un moyen de protection, un moyen où l'on se sent en sécurité et qu'il faut que les gens commencent à changer de mentalité parce que aujourd'hui, dès que quelqu'un refuse d'adhérer à vos idéaux, de partager quelque chose qu'il ne veut pas forcément, la personne est prise pour cible, la personne est diffamée, est insultée et injuriée sur les réseaux sociaux. Et moi, le thème de cette année, de cette édition 2025, me parle beaucoup parce que on fait référence à tout ce qui a rapport au numérique. Aujourd'hui, il y a des filles qui se font harceler, il y a des filles qui se font violenter verbalement, physiquement, psychologiquement. Et tout ça par le biais des réseaux sociaux, juste pour dire quoi. Il faut déjà que les jeunes filles qui sont victimes de cela puissent être en mesure de pouvoir parler, se sentir en sécurité, se dire « oui, aujourd'hui j'ai été victime de ci et de ça ». Et donc, je n'ai plus peur de pouvoir en parler, pas peur qu'on ne puisse pas me croire ou parce que la personne qui aurait commis le forfait est quelqu'un d'intouchable ou une personne hautement placée qui ne peut pas subir les sanctions de la loi. Les sanctions de la loi. Quentin Moussou, il faut la fin l'instant à penser que 16 jours est peu. Est-ce que vous partagez cette opinion-là également? Je pense plutôt que
c'est largement suffisant parce que puisqu'on parle du numérique, on parle des violences par voie électronique, des cyber-violences. Il y a également ce moyen-là qui est le numérique qui nous permet également, ou du moins ça va permettre à l'INF de pouvoir sensibiliser, oui. Voilà, l'Institut national de la femme, de pouvoir sensibiliser en passant par ce canal. Et vous savez que tout ce qui est mis sur Internet, à n'importe quel moment, on peut aller consulter, on peut revoir. C'est pas comme si c'était sur une chaîne classique où dès qu'on ne suit pas, ça passe automatiquement. Donc je pense que c'est déjà suffisant pour un début. Et puis par la suite, ça viendra. Ce qui est essentiel à noter, c'est que ce n'est pas aujourd'hui que ça commence, déjà depuis 2017, puisque je pense que la ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Zoumao, l'a rappelé que c'était déjà des dispositions qui ont été prises dans le code du numérique, je crois la loi 2017-20, qui déjà pénalise explicitement tout ce qui est cyberattaque, violence digitale. Donc aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait, c'est la suite en réalité. Une chronologie. Une chronologie. Et rappeler aux uns aux autres que voilà ce qu'ils encourent éventuellement. Exactement, le pas à poser pour suivre. Et puis moi, je me dis tout de suite, pourquoi on ne dit pas, on ne s'arrête pas seulement au VBG, même si le thème de cette année a été clair, tous unis contre les violences numériques faites aux filles et aux femmes. Les hommes aussi sont harcelés. Oui, sérieusement, parce que quand on parle de voie électronique, c'est toute personne qui se met de l'autre côté, qui crée un faux compte, qui commence par vous menacer, par vous insulter, pour des choses que vous ignorez totalement. Donc, oui, les femmes, mais je pense qu'il faut aussi étendre cette initiative-là à tout le monde, pour nous montrer que... Mais c'est porté par l'Institut national de la femme, hein, l'Institut national des hommes d'abord. Nous sommes d'accord. Peut-être que ça viendra dans le futur. Ça viendra dans le futur. Je me retourne vers vous, Francis Olafarami. Les VBG, c'est quoi? Atifa nous en a parlé de façon sommaire tout à l'heure. C'est quoi les VBG? Et quel est votre regard sur cet engagement de l'INF dans la lutte contre les VBG? La VBG, tout simplement, c'est une forme de violence, violence basée sur le genre, tout simplement. Mais c'est juste que la VBG, c'est une forme de violence qui est basée sur une typologie de genre donné. La violence est faite en fonction du genre de la personne, de son orientation sexuelle. Ce n'est pas parce qu'on parle de violence basée sur le genre qu'il faut tout de suite penser aux femmes et aux filles. Être un homme aussi, c'est un genre, c'est un sexe. Donc, orientation sexuelle, j'aurais préféré que vous parliez de différenciation de sexe, mais socialement, quoi. Non, c'est pour éviter d'aller dans de longues explications qu'il y a parlé d'orientation sexuelle. Parce que quand on parle de genre aujourd'hui, c'est devenu un peu plus confus. Il y a certaines personnes qui ne se considèrent comme ni homme, ni femme, etc. Donc, il faut accepter les choses. Vous en connaissez? Revenons plutôt. Je serais très curieux de savoir comment on peut exister, se dire ni être homme, ni être femme. Comment on est alors? Ah bon? Oui. Et vous en connaissez? Non. En fait, j'en entends parler, mais voilà, sûrement que vous connaissez, peut-être vous en connaissez un? Non. Non, pas du tout. Pas du tout, sauf si cette personne-là ne se déclare pas, donc je ne sais pas. Okay. Donc pour revenir à notre sujet du jour... On est toujours dedans. Allez-y. Donc je pense que c'est une action à encourager, cette initiative de l'INF. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de l'INF, l'INF n'a plus vraiment à prouver son engagement vis-à-vis de la femme parce que rien que ces actions parlent pour elle. Et en parlant même d'action, il y a une des actions qui, à mon avis, est quand même un peu inédite. Et j'espère que ces femmes-là, qui vont prendre part à ces différentes actions-là, vont quand même mesurer la valeur des choses. Vous imaginez que l'INF prévoit donner des coups de self-défense aux femmes. Donc, j'espère que ces femmes-là, vu qu'on les apprend à se défendre, j'espère qu'elles ne vont pas nous agresser aussi de temps en temps. Donc, par violence numérique, elles vont quand même pas... Oui, en fait, non. Mais est-ce que quelque part, il ne faut pas voir beaucoup plus le côté positif de cette initiative, lorsque l'on sait qu'il y a des femmes qui subissent des choses atroces dans l'ombre? En fait, quand on parle de violence basée sur le genre et qu'on met l'accent sur le numérique, vous savez, c'est très facile quand on est sur les réseaux sociaux de lâcher un commentaire, un sale commentaire, excusez du peu, mais tout de suite on ne se rend pas compte de ce que ça crée. Même quand on en a parlé, il y a aussi des hommes qui sont violés aussi sur les réseaux sociaux. Vous imaginez, oui, ça fait rire, mais ça existe. Vous imaginez un homme qui a posté
qui a fait une vidéo drôle selon lui. Et puis il poste juste sa petite vidéo juste pour détendre l'atmosphère. Il avait juste envie de décompresser. Et voilà, il y a quelqu'un qui se pointe sur la vidéo et il balance un commentaire que je ne me permettrai même pas de lâcher ici. Mais tout de suite, lui, il y a ce regret-là. Qu'est-ce qui m'a même pris de poster cette vidéo? Mais quand on revient aux femmes, c'est beaucoup plus facile de lâcher des trucs comme ça quand il s'agit des femmes. Parce que quand il s'agit d'un homme, on dit souvent que l'homme n'a pas souvent l'attention. Mais lorsqu'il s'agit de la femme et qu'elle est sur les réseaux sociaux, moi, il m'est déjà arrivé une fois de parcourir les réseaux sociaux sur Instagram. Une fille qui a posté une vidéo où elle dansait tout simplement. La vidéo, selon moi, n'avait rien de vraiment offensant. Une vidéo innocente, selon moi. Mais en parcourant les commentaires, parce que ça m'a intrigué de voir, comparé au nombre de personnes qui ont liké la vidéo plutôt, et le nombre de personnes le nombre de commentaires, ça m'a un peu intrigué. Une vidéo où la personne a 1000 likes et un truc de 1700 commentaires, c'est plutôt l'inverse que moi je remarque souvent. Je vais lire les commentaires, je vois, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, et la personne, on voit juste, vous imaginez que celle-là, elle a des parents. Là, tout de suite, là, on ne se rend pas compte. Et plus loin encore, je vais tomber sur un commentaire où la personne vous lâche un truc du genre, qui lui a même dit qu'elle était jolie. Des commentaires comme ça, pour une personne qui a juste posté sa vidéo. Et peut-être qu'il lui a envoyé un coucou, Inbox n'a pas répondu, et là, il est frustré. Oui, mais il faut comprendre le nom tout de suite. Et vous imaginez, dans la vie, on n'est pas obligé, tout le monde n'est pas obligé de vous sourire. Donc, si quelqu'un ne vous sourit pas, c'est pas grave. Continuez. La vie c'est comme si c'est comme ça. Elisabeth Eladja, vous ne pensez pas que l'INF doit étendre davantage et mieux densifier ses actions par rapport à la lutte contre les violences basées sur le genre? Bien sûr, bien sûr. Et puis, je voudrais d'abord revenir sur ce que Quentin a dit, que bon, les hommes aussi se font violenter. Sauf que dans la plupart des cas, ce sont les femmes qui se font violenter, en fait. Parce que bon, vous voulez peut-être qu'on crée l'Institut national de l'homme aussi, ou pour vous défendre aussi. Mais vous souffrez de quoi, en fait? Le problème, c'est que c'est souvent les femmes qui se font violenter. Parce qu'en réalité, et puis... Violer, si on peut le dire ainsi. Allez-y. Et puis, souvent, ces femmes-là gardent le silence, pas peur des jugements de la société et des critiques venant même de leurs propres parents, en fait. Donc, c'est pourquoi on défend plus les femmes, parce que c'est d'abord le sexe faible, en fait. Donc, moi, je pense même que, et c'est comme Atifa l'a dit, les 16 jours sont même peu. Parce qu'en réalité, on doit même prendre, je ne sais pas trop, peut-être une semaine même pour chaque commune, en fait, pour vraiment sensibiliser. Et pour être vraiment sûr que... Vous voulez prendre 7 semaines pour la lutte contre les VIH? Pour être vraiment sûr que, bon, en réalité, au moins, plus de la moitié de la femme de chaque commune est au courant, par exemple. Parce qu'en réalité, peut-être on se dit que c'est pas si grave que ça, et ce sont quand même les femmes, ça va leur passer. Mais imaginez, prenez l'exemple des CST, par exemple. Quand c'est publié sur les réseaux sociaux, ce sont les femmes qui se font plus critiquer. L'homme est comme, je ne sais pas trop, l'homme est comme un héros. Et puis il y a même le langage qu'ils utilisent, que bon, une clé qui ouvre plusieurs serrures, je ne sais pas trop, une clé magique en fait, mais une serrure qui prend plusieurs clés par exemple, c'est une serrure, je ne sais pas trop, en réalité, et ils chosifient même les femmes, et même quand les sextapes sont dehors, ils critiquent presque jamais les hommes en fait. Je vois tout de suite cette vidéo de cet adolescent avec sa professeure qui sur les réseaux sociaux. Je comprends ce que vous dites. C'est ça en fait, donc on en veut beaucoup plus au professeur, alors que le gamin peut-être aussi a quelque chose. C'est ça en fait, mais on dira que c'est mineur. Oui. C'est toujours la femme qui est mise, en tout cas c'est toujours elle qu'on pointe du doigt en fait. Donc je pense que c'est tout à fait naturel et de prolonger même et puis d'étendre même, que ce soit vraiment vaste pour que chaque femme... Et que ce soit davantage plus intense, plus visible. Exactement, pour que chaque femme soit d'abord au courant de ses droits et puis sache que même pour un commentaire peut-être ou ça pour un message et vraiment déplacé, tu peux porter plainte en fait. Et puis la loi du numérique va s'appliquer à cette personne si on arrive à mettre la main sur il ou elle en fait. Donc je pense que c'est vraiment une bonne initiative en fait. Et puis c'est pour défendre le sexe faible. Je ne sais pas pourquoi on peut être jaloux de ça. Atifa Olafa, vous avez du grain à moudre. Ouais, et je rejoins totalement Elisabeth parce que les femmes et les filles aujourd'hui ne sont pas assez informées. Et c'est pour ça que je disais à l'entame de mes propos que les 16 jours d'activisme sont très peu. S'il faut, pourquoi ne pas accorder peut-être une semaine pour chaque commune?
Une semaine pour chaque commune. Oui, parce que vous savez, il ne faut pas seulement se limiter à ce qui se passe à Cotonou. Est-ce que vous n'avez pas dépassé l'année même quand même? Il ne faut pas seulement se limiter à... Un mois, c'est 4 semaines. Et je pense il ne faut pas se limiter. Moi, je pense que les femmes le méritent. Un mois, c'est 4 semaines. Et 10 mois, ça fait 40 semaines. Donc l'année, on a à peine 60 semaines, alors qu'on a 67 communes. Non, mais vous êtes d'accord avec moi que pour des sujets bien plus sensibles que ça, il y a plusieurs jours, même des semaines, qui sont peut-être on peut prendre un mois, peut-être vous pouvez penser oui, un mois. Pourquoi pas, voilà. Et déléguer peut-être des équipes dans chaque commune pour pouvoir faire le travail. Parce que, vous savez, il ne faut pas seulement regarder ce qui se passe à Cotonou. Il y en a, ils ne voient pas plus que le bout de leur nez. Il y a des problèmes, ce n'est pas seulement à Cotonou que ça se passe. Il y a des zones reculées, des personnes qui sont vraiment Hawaï, par exemple, très loin, qui ne savent même pas ce qui se passe dans le pays, qui ne sont au courant ni de l'actualité, ni des faits de sociétés qui font polémique, qui sont à chaud dans l'actualité du pays et tout. Et donc, c'est dans ces genres de moments, justement, c'est dans ces genres de moments que les populations, même dans les zones les plus reculées, ont la chance de pouvoir être informées et orientées. Il y a des jeunes filles aujourd'hui, c'est vraiment, moi ça me fait mal de le dire, mais il y a des jeunes filles aujourd'hui qui ne savent pas le réflexe à avoir ou les premiers gestes à avoir lorsque, par exemple, elles sont victimes de violences, d'harcèlement par voie électronique, ou des jeunes filles qui se font harceler par des personnes qui se croient intouchables, qui se croient tout-puissants et se disent que la loi ne peut pas me toucher, la loi ne peut rien me faire. Et donc, c'est à ces jeunes filles, moi, je pense. À ces jeunes filles-là, moi, je pense. Et vous savez, lorsqu'on parle de violence basée sur le genre, il y a beaucoup de choses que ça regorge. Il y a le cyber harcèlement, il y a cyber-intimidation, le body shaming, comment je vais dire, il y a tellement de choses qui regorgent ce sujet-là qu'il faut que les filles soient davantage informées et surtout orientées par rapport à ce qu'elles doivent faire. Il y a des gens aujourd'hui qui ne connaissent même pas leurs droits, qui ne savent pas qu'il y a une loi qui punit ou qui sanctionne les mauvaises personnes, les personnes mal intentionnées qui font des choses pas très catholiques. Et vous savez, c'est pas parce que vous êtes une jeune fille que vous devez aussi tout accepter. On ne va pas à cause de peut-être une situation précaire ou parce qu'on est à la quête de la pitance. Exactement, pour pouvoir accepter certaines choses. Parce qu'il y a des filles, peut-être dans un cas précis, parfois la situation vous arrange ou que vous n'avez pas forcément le choix et vous acceptez quelque chose. Et peut-être lorsque vous vous rendez compte que, en fait, j'ai perdu mon temps, j'ai fait des choses qui ne sont pas très correctes et aujourd'hui, je décide de déjà me corriger, prennent le devant et se disent, je veux mettre fin à telle chose, je veux mettre fin à cet harcèlement, à cette violence et se disent, bien, c'est le moment pour moi de faire face à la loi et de dénoncer telle personne ou telle personne qui me porte préjudice. Et donc, à un moment donné, il faut que la société puisse changer de mentalité et savoir que, vous savez, longtemps, on a considéré la femme, la jeune fille comme le sexe faible, celle qui est très fragile, celle à qui on peut tout faire sans qu'elle ne bronche. Mais ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, avec les milliers de réformes que le gouvernement a mis en place, il y a tellement de choses qui font que la jeune fille est protégée, la jeune fille est en sécurité. Et il faut que cette jeune fille-là soit au courant. Il faut qu'elle soit au courant. Et qu'elle soit au courant, c'est une guerre d'information. Information pour que la femme elle soit au courant, information pour que la fille soit au courant, et information également pour que celui qui agit mal également sache ce qu'il encourt. Effectivement, et pour ma part, l'INF, l'Institut national de la femme, fait déjà assez dans ce sens pour que nous puissions proposer encore une semaine par commune. On n'a pas que ça à faire dans le pays. On a également d'autres chantiers qui sont en cours, il y a des choses à faire. On ne va pas mobiliser toutes les ressources pour... je ne sais, une semaine par 77 communes. Bon, ça reste une proposition. Je pense que c'est une manière... C'est seulement adressé aux femmes et aux jeunes filles. Peut-être si vous avez 77 semaines pour... non, sauf que les 67 semaines dépassent l'an. Les 67 semaines dépassent l'année. Ce n'est pas pour rien qu'on a décidé de mettre un thème. Vous savez, chaque année, l'INF... Mais ce n'est pas parce que les 16 jours finissent que l'INF reste inactive quand même. En fait, j'ai l'impression que c'est ça le problème. L'INF continue et va toujours continuer de mener des actions, que ce soit même dans les 60,
17, si vous voulez, même dans 99 communes qui n'existent même pas du Bénin, l'INF va faire, c'est pas un problème. Mais cette année, on a décidé de mettre l'accent sur une forme de violence tonique. Donc, vous imaginez, si par exemple, on multiplie les actions qui sont menées à Cotonou, si ces mêmes actions sont menées à Parakou, etc., et qu'on doit faire ces mêmes actions-là pendant 77 semaines, je vous promets que même les filles et femmes qui vont accueillir ces mêmes actions-là, chaque semaine, on vient et on vous dit, il y a quelque chose, Institut national de la femme, et elles vont s'ennuyer, c'est ça? C'est pas le même endroit. Mais il faut dire que quand même l'INF aussi prend le pouls aussi également avec ses renseignements pour savoir un peu quelle est la tendance. On va parler au début du fait que l'INF va faire en sorte de couvrir toutes les communes. Pendant les 16 jours, ce n'est pas dit que c'est toujours les mêmes personnes qui vont agir partout. On peut être en train de mener des actions à Cotonou et en même temps être en train de mener des actions à Abou et Calavi, etc., etc. Donc, si c'est pour la couverture, il n'y a pas de souci, ça se fera. Donc, de toute façon, après les 16 jours, l'INF va toujours lutter contre les VBG. C'est pas qu'après les 16 jours, elle se range contre les VBG. Ça ne s'arrête pas là. Et comme je le disais tantôt, on n'a pas que ça à faire dans le pays. C'est bon, ça reste une proposition. Ça prouve que les femmes, elles veulent que ça puisse prendre plus d'ampleur et que ça puisse évoluer. Et je pense que moi, ça me peine un peu dans le sens où Francis, qui a suivi et qui a été au lancement de cette activité, a parlé de cours d'autodéfense, des self-défense. Mais c'est une arme dangereuse parce que les Béninois, ils en abusent dans tous les domaines. Vous imaginez le monsieur qui, dans un geste totalement dépourvu de violence, bon, je ne sais pas, pose un pas et puis sa femme se met directement en autodéfense. Je ne vais pas vouloir illustrer, mais regardez ce que ça peut donner. On peut finir par avoir... Vous faites usage de ce que vous avez appris dans le cas où vous vous sentez en danger. Ça, même les meilleurs apprenants de judoka ou ceux qui font les arts martiaux, ils ne se mettent pas à se battre ou à frapper les gens tous les jours, du lundi au lundi. Non, c'est lorsque vous vous sentez en danger ou bien vous voyez les faits et gestes de la personne que vous avez en face de votre violeur ou bien de votre présumé harceleur, que vous mettez en application ce qu'on vous a appris. Maintenant, si vous êtes du genre à être très tactile ou vous avez des réflexes ou vous bougez vite, souffrez quand vous frappe ou quand vous remettez à votre place. En fait, c'est pourquoi on a même dit self-défense. En fait, c'est pas pour aller frapper son mari ou soit son petit ami à la maison. Non, c'est quand tu sens en danger, c'est-à-dire que tu as osé lever la main sur moi. Comment tu as osé? Quentin, allez-y. Bon, je pense qu'elles ont épuisé un peu mon temps de parole, c'est pas grave, c'est toujours bien. C'est toujours dans la compassion. Oui, et je vais finir par dire que je ne sais pas si ça existe déjà, pardonnez-moi si je suis ignorant, mais un numéro vert pourra tout faire. Parce que vous imaginez ça, voilà, imaginez-vous. Moi, parfois, j'ai envie de me plaindre parce que je reçois des messages des messages que je n'apprécie pas ou des gens qui viennent vous insulter pour rien du tout, quoi. Je me dis c'est trop facile pour que quelqu'un reste de l'autre côté dans sa chambre, pose un commentaire et puis insulte. Facilement, il s'en sort tout peinard, il n'y a pas de problème. Ce numéro vert va beaucoup aider. Je voudrais en profiter pour saluer les efforts du gouvernement dans ce sens. Pourquoi? Parce que récemment, j'ai vu un jeune qui a été interpellé, qui a une page, je ne me rappelle plus trop du nom, et qui se permet d'insulter le chef de l'État. Et quand j'ai appris, quelques semaines après, ou du moins 2 semaines après qu'il a été arrêté, je me suis dit, mais bravo, il faut féliciter ce gouvernement-là, parce que avant, n'importe qui pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, ça veut dire que si quelqu'un vous insulte, quelqu'un vous menace par voie électronique, peu de temps après, la police peut aller prendre cette personne-là. Le Centre national d'investigation numérique. Et porter même plainte en attendant. C'est à saluer ces efforts-là. Ces efforts-là. Et donc, pour conclure, Francis Fahmy. Pour conclure, je vais juste inviter tout un chacun de nous, que ce soit homme ou femme, à faire beaucoup plus attention à ce que nous faisons, à ce que nous mettons sur les réseaux sociaux et surtout à ce que nous posons comme commentaires. Et inviter les femmes à prendre la mesure de la chose. Lorsque vous êtes victime ou bien lorsque vous vous sentez même victime de violence, il suffit juste d'alerter les autorités compétentes. Et déjà, je pense que c'est une initiative à laquelle plusieurs autres organisations ont emboîté le pas, surtout au niveau des universités. J'ai vu le COSACE qui a aussi commencé à le Centre des œuvres universitaires sociales d'Abomey Calavi. Justement, et
qui a organisé des actions à l'endroit des étudiants. C'est aussi Ils sont très actifs également contre les VBG. Donc, je pense que c'est avec, je crois, le partenaire du FUNIAP, je crois. Oui, exactement. Et je pense même que le FUNIAP est également partenaire avec... Même les Nations Unies sont engagées. Donc, je pense que c'est une initiative à saluer, à louer. Et je vais tout juste inviter aussi les hommes à savoir se plaindre. C'est pas parce qu'on dit que ce sont les femmes qui sont beaucoup plus violentées, ou bien les hommes ne sont jamais violentés, qu'il ne faut pas se plaindre. Lorsqu'un homme se sent violenté, c'est difficile de se plaindre, mais il faut se plaindre. Il faut se plaindre. Elisabeth Ladia, votre conclusion? Bon, moi, je dirais que d'abord, je salue d'abord l'initiative de Self-Défense là. Parce qu'en réalité, et puis quand ils vont vouloir mettre le projet en place, et puis quand ça va vouloir commencer, je pense que la chose à faire, c'est d'informer tout le monde en fait, pour que toutes les femmes soient au courant et pour que toutes les femmes participent. C'est pas pour frapper les hommes après, mais non, c'est pour se défendre soi-même. Et puis je pense que même quand on parle de sensibilisation sur les violences par-dessus les gens, je pense qu'on doit aussi regarder le problème d'un autre côté en fait. Est-ce que ce ne serait pas mieux de sensibiliser dès le plus bas âge en fait? C'est-à-dire qu'on enseigne aux petits garçons que frapper ta camarade fille est mal. Tu ne peux pas frapper une fille, tu ne peux pas dire ça à une fille. Et puis on essaie le problème de depuis la racine. C'est ça en fait. On essaie de combattre le problème depuis la racine avant même que ça nous commence à se lever. Atifa Olafa, votre conclusion? Pour conclure, je dirais tout simplement que chacun prenne ses responsabilités et qu'on fasse beaucoup attention à tout ce qu'on diffuse, tous nos contenus sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que les réseaux sociaux sont accessibles à tout le monde et que c'est un média où vous devez vous exprimer que tout est permis. Aujourd'hui, il y a la loi qui condamne la diffamation, la violation de la vie privée. Et sachez que lorsque quelqu'un diffuse quelque chose sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas obligé d'aimer ou de commenter. Et donc, respectez déjà cette personne. Après, il y a des normes à respecter, il y a des bases que l'on doit respecter sur les réseaux sociaux. Et moi, le problème, c'est que je veux surtout dénoncer, c'est que les nouvelles technologies ou les réseaux sociaux ne sont pas forcément quelque chose de mauvais, mais c'est plutôt le silence injuste des personnes du fait de leur usage et comment ces réseaux sociaux sont utilisés qui est peut-être dangereuse. Et donc, faire beaucoup attention et à toutes les victimes ou à toutes les personnes qui sont victimes d'harcèlement ou de cyber-attaque ou quoi que ce soit. Cyberharcèlement. Cyberharcèlement, pardon. Qu'il ou elle ait le courage de dénoncer et savoir qu'aujourd'hui, plus personne n'est intouchable. Tout le monde peut subir les sanctions de la loi. Francis, ni Romaric, c'est Quentin. Quentin, pour conclure. Oui, pour conclure. Oui, l'éducation à la base. Et il faut aussi enseigner aux enfants filles qu'on n'insulte pas son second, encore moins, et qu'on n'insulte pas les camarades garçons non plus, et pour éviter que entre eux, l'un commence par casser, je ne sais pas, défigurer l'autre, et que l'autre commence par viser les couilles. Parce que les filles, elles font ça, surtout quand elles sont enfants, elles savent que tout de suite, pour faire mal, là, il faut attaquer les couilles. Donc, oui, à la base, il faut enseigner, mais allons dans ce sens-là également. Je suis là pour nous défendre aussi. Voilà. Merci à tout un chacun. Merci à tout un chacun, chers amis internautes. Je veux peut-être ajouter pour conclure qu'il faut inviter les uns les autres à l'amour, à la tolérance et surtout à l'acceptation de l'autre. Et en dehors de cela, je vais inviter les femmes et filles victimes de violences basées sur le genre à se libérer, à informer, à parler autour d'elles pour qu'elles puissent avoir l'accompagnement nécessaire pour ne pas subir des traumatismes qu'elles vont garder pendant de longues périodes et de longues années. C'était le panel de discussion de ce matin avec Atifa Olafa, avec Elisabeth Ladia, Francis Olafami et Quentin Komlamoussou. C'est sur ces mots que prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV.